Au cœur de la liberté, vidéo numéro 21. Bonjour. Et si notre façon de voir les problèmes de société était en fait complètement faussée? C'est un peu le pari du document source qu'on explore aujourd'hui. On va se pencher sur une perspective radicalement différente de la pauvreté, des inégalités ou encore de l'immigration. Voilà la question qui pique un peu au cœur de notre sujet. Et si les problèmes que l'État passe son temps à essayer de régler étaient en réalité le résultat de ses propres actions? C'est l'hypothèse, disons-le, assez audacieuse qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir comment la source redéfinit même l'idée de problème social. Ensuite, on s'attaquera au duo pauvreté et inégalité. Puis, on explorera le rôle de l'État comme créateur de crise. On verra quelles seraient les solutions dans une société libre et on terminera par les conséquences d'un tel système. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de parler de solutions, la source nous dit qu'il faut d'abord mettre de l'ordre et bien classer les difficultés sociales. C'est la base de tout le raisonnement. Et voici le tri proposé. Une classification en 3 catégories. D'abord, les problèmes qui sont bien réels, comme la pauvreté ou la criminalité. Ensuite, ce que la source appelle les problèmes imaginaires, comme l'inégalité, et on va y revenir parce que c'est un point central. Et enfin, la 3e catégorie, la plus explosive, les problèmes qui seraient créés de toutes pièces par l'État, comme les crises migratoires ou la pollution. On enchaîne sur le gros morceau, la pauvreté et l'inégalité. Et là, attention, la source nous invite à faire un 180 degrés complet par rapport à notre vision habituelle. Ce que cette diapo met en lumière, c'est un changement total de perspective. Le vrai problème, nous dit-on, ce n'est pas l'écart entre les riches et les pauvres. Le vrai sujet, c'est comment on fait pour créer de la richesse et permettre à tout le monde d'en profiter. L'argument de fond, c'est que la richesse de l'un n'est pas la cause de la pauvreté de l'autre. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. C'est un peu contre-intuitif, c'est vrai. Mais loin d'être un mal à combattre, l'inégalité est présentée ici comme le moteur, le carburant de l'échange économique. Sans différence, il n'y aurait tout simplement aucune raison d'échanger quoi que ce soit. L'exemple du boulanger illustre ça à merveille. Le boulanger et son client sont, d'une certaine manière, inégaux. L'un a du pain, mais veut de l'argent. L'autre a de l'argent, mais veut du pain. C'est justement cette différence, cette inégalité, qui rend l'échange possible. Et surtout, qui le rend bénéfique pour les deux. On continue sur cette lancée. 3e section, on va voir comment l'argument se déploie. L'idée ici, c'est que certains de nos plus grands débats de société portent en fait sur des problèmes qui, à la racine, seraient des créations pures et simples de l'État. Prenez l'immigration. Le raisonnement est le suivant. Dans un monde où tout terrain appartient à quelqu'un, on ne rentre chez les gens que sur invitation. La source affirme que c'est la création par l'État d'immenses espaces publics, sans propriétaire clair, qui génèrent un flux perçu comme incontrôlé, forçant ensuite ce même État à intervenir pour gérer une crise qu'il aurait lui-même provoquée. La pollution aussi est complètement redéfinie. Plutôt qu'un problème collectif abstrait, elle est vue comme une agression, une violation de la propriété privée. C'est aussi simple que de jeter ses poubelles par-dessus la clôture du voisin. Selon cette perspective, quand l'État autorise certains niveaux de pollution, il ne fait que légaliser cette agression. Bon, alors si on suit cette logique, quelles seraient les solutions dans une société sans État pour tout régenter? C'est ce qu'on aborde dans cette 4e partie. Ce chiffre de 90%, il est assez parlant. Il représente la chute de l'extrême pauvreté dans le monde sur les 30 dernières années. Et la source l'attribue directement aux forces du marché qui auraient fonctionné malgré les freins mis par les États. C'est l'argument massu pour dire que la liberté économique, ça marche. Du coup, les mécanismes de réponse seraient tous volontaires. Le marché, qui ajuste naturellement l'offre et la demande de travail, la charité volontaire basée sur l'entraide et non sur l'impôt, qui s'occuperait des plus démunis, et l'immigration, qui ne serait plus une question de frontières étatiques, mais une simple affaire d'invitation privée. Et l'exemple des restos du cœur est utilisé ici de manière assez frappante. L'argument, c'est que le fait qu'une telle organisation soit toujours aussi indispensable après des décennies de politique sociale massive, eh bien, ce serait la preuve même de l'échec du modèle étatique et à l'inverse de la puissance de l'action privée et volontaire. Allez, on arrive à la fin. Faisons un peu de prospective. Quelles seraient les conséquences concrètes d'une économie entièrement libre si on suit cette logique jusqu'au bout? Alors, à quoi ressemblerait ce paysage économique? D'après la source, ce serait une déflation saine où l'argent gagne en valeur avec le temps, la fin des crises économiques à répétition, un chômage qui serait juste frictionnel, c'est-à-dire le temps normal de transition entre 2 jobs. Et enfin, plus aucune barrière administrative pour exercer le métier de son choix. Et cette vision de la déflation, elle va vraiment à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. Ici, ce n'est pas un mal, c'est au contraire le signe d'une économie saine qui produit de plus en plus efficacement. Les prix baissent, le pouvoir d'achat augmente et l'épargne est récompensée.
Finalement, toute cette analyse nous ramène à une question fondamentale. Ce cadre de pensée libertarien, il bouscule pas mal de nos certitudes. Alors cette liberté quasi totale est-elle la solution miracle à nos problèmes de société ou la porte ouverte vers d'autres types de défis ? La réflexion, elle, reste ouverte.